Bon, bah écoute, eh ben, merci d'être présent pour cette visioconférence du mois de mai. Alors je vais rappeler le thème et rappeler un peu la présentation que j'avais mis quelques phrases d'introduction pour un peu resituer. Donc le thème, vous l'avez vu, c'est les impasses mentales, hein, naturellement, un vaste sujet qui touche autant la spiritualité que la psychologie ou que la vie quotidienne. Les impasses mentales sont partout. Alors j'avais mis cette présentation pour développer le thème. Pourquoi les perceptions authentiques se transforment-elles en prison mémorielle? Pour quelles raisons les expériences et notre volonté de les faire revivre deviennent rapidement une voie sans issue? Et presque le plus important, pourquoi notre sensibilité s'émousse-t-elle avec le temps? C'est un vrai problème. Alors, pourquoi les impasses mentales? Moi, j'ai pris ce thème puisque notamment dans le domaine spirituel, c'est assez fréquent. Je fais une présentation simple et après je vais développer. La chose assez fréquente qui existe dans le monde spirituel, ce sont des gens qui ont... attendez une seconde, je regarde la fiche et bien mis intervenant. Voilà. Si vous voulez, dans le monde, dans les démarches spirituelles, nous avons des expériences, évidemment, comme dans toute action, dans toute chose. Et dans les démarches spirituelles, parfois on peut avoir des expériences très fortes, très intenses, tout à fait authentiques. Hein, c'est pas les gens vivent vraiment. Par contre, le souci, en fait, c'est quand ces expériences s'achèvent, parce qu'elles finissent comme toute expérience, hein, rien ne dure. Qu'est-ce que l'être humain qui a vécu ça, qu'est-ce qu'il en fait, de cette expérience, une fois qu'elle a fini? Hein. Pendant qu'elle a lieu, il n'y a aucun problème. Pendant qu'elle a lieu, il n'y a pas d'impasse, il n'y a pas de difficulté. C'est après. Parce que dans le domaine spirituel, comme dans le reste de la vie, quand une expérience agréable, authentiquement agréable, finit, évidemment que nous la mémorisons, nous l'enregistrons, et de manière, on va dire, naturelle, instinctive, nous avons le désir de la revivre. Nous voulons la goûter à nouveau. Et c'est là qu'intervient la prison, l'impasse mentale. Alors, je veux préciser une chose, certaines personnes disent que le problème, le début de l'impasse mentale, c'est l'enregistrement de l'expérience. Je ne suis pas tout à fait d'accord là-dessus. Je pense on peut enregistrer une expérience, quelle qu'elle soit, sans que cette mémorisation devienne un attachement. Le problème, c'est pas tout à fait la mémorisation, c'est l'attachement. C'est le fait de vouloir revivre cela à tout prix et de rappeler ça à l'esprit en permanence en disant, on a une expérience, et pendant 40 ans, on part d'une expérience, d'une seule expérience qu'on a vécue 40 ans avant, mais est-ce qu'on revit, est-ce qu'on a revécu cette expérience? Le problème, c'est, on mémorise, ça c'est tout à fait naturel, qu'est-ce qu'on fait de cette mémoire? Est-ce que cette mémoire est comme un aiguillon, comme une stimulation qui nous rappelle constamment, j'ai vécu une chose extraordinaire. Franchement, pas grand monde a vécu ça, donc il faut vraiment pas que j'oublie cette chose-là. Et plutôt que l'enregistrer comme d'autres événements, en ressassant cette mémoire, ces souvenirs, on commence à mettre une valeur énorme sur cette expérience. On la survalorise, on la met sur un piédestal. Elle a sa propre valeur, naturellement, mais plus on y pense, plus on la grossit, plus on la déforme, plus on l'embellit. Et pendant tout ce temps, c'est uniquement l'esprit qui se parle à lui-même de manière presque permanente. Et en fait, l'être humain ne s'en rend pas compte. Il vit
par ce système, il commence à vivre dans son mental, à tourner en boucle dans son mental, et il s'éloigne petit à petit du contact avec l'extérieur. C'est très progressif, on ne s'en rend pas compte, et il y a même une chose qui fait partie de l'impasse mentale. On est devenu, on va dire, obsédé par cette expérience, et on va utiliser notre relation à l'extérieur pour nourrir la mémoire de cette expérience. Je m'explique, si j'ai eu une extase, une bénédiction, un sentiment extraordinaire d'infini, de contact avec la nature très très fort, par exemple, dès qu'on va éventuellement se promener dans la nature, on va relier cette promenade présente, cette promenade vivante, actuelle, on va la relier à cette mémoire, dire ah, mais c'est presque aussi fort que l'autre fois. Ça me rappelle vraiment cette expérience que j'ai vécue. Si tu avais été là, tu aurais vu. Et en fait, le contact qu'on a eu maintenant dans la nature, on l'utilise pour reparler de ce souvenir. Et on ne s'intéresse en fait à la nature maintenant que pour repartir dans ce souvenir. Et évidemment que petit à petit, on s'éloigne du contact direct et simple, on va dire, avec le présent, pour parler très très simplement. C'est déjà le début d'une impasse mentale. Si on ne se rend pas compte que tout ce que l'on fait va tendre à renforcer, à sublimer cette expérience, ce souvenir merveilleux. Et en fait, je, on a vécu quelque chose, cette expérience, et c'est OK, il n'y a pas de souci pour moi, les êtres humains vivent ce genre de choses. Mais en fait, est-ce qu'on a compris ce qu'on a vécu? Est-ce qu'on a saisi ce qui s'est passé? Je pars d'une expérience simple, c'est pas le bon mot, mais d'une expérience extatique, par exemple, où on vit une bénédiction, une chose comme ceci. On a une espèce de grâce, on peut dire. Et en fait, comment est-ce que ce genre d'expérience arrive? Est-ce que nous y avions pensé précédemment? Est-ce que nous avions préparé en disant, voilà, ben, ce coup-ci, c'est bon, là, je me promène dans la nature et je suis à peu près sûr, là, dans un quart d'heure, j'aurai une extase dans la nature, c'est sûr. Naturellement que non. On n'a absolument pas préparé cette expérience. On- Elle est survenue de manière totalement inattendue. Et c'est cette manière de subvenir sans prévenir qui fait partie du mystère, qui fait partie de la beauté. On n'a rien préparé dans cette chose-là. Et donc ça peut survenir dans la nature, c'est assez simple à comprendre, mais ça peut subvenir n'importe où, et pas uniquement dans la nature. Il ne faut pas mettre la nature sur un piédestal. Mais ce que je veux dire, ces expériences surviennent sans que nous ayons lancé un carton d'invitation. C'est pas nous qui provoquons ça. C'est pas notre désir qui engendre cela. Donc cette chose est survenue un peu comme un oiseau libre. Un oi- Elle est survenue comme un oiseau libre qui s'est posé sur notre épaule et nous avons été subjugués par cette beauté, par cette union où le temps est suspendu, où la séparation est abolie entre moi et le monde. C'est un fait. Et c'est un fait aussi que cette expérience va s'amoindrir, s'amenuiser et finir comme toute expérience. Elle va s'achever. Et comme nous n'avons pas dans cette expérience, elle n'a pas été accompagnée d'un jaillissement d'intelligence, d'une compréhension claire de tout ce qui s'est passé. Parce que si nous étions très très lucides,
quand cela finit, jamais nous ne lancerions un carton d'invitation en disant mais je veux revivre ça, il faut que ça se reproduise en se promenant de manière désespérée au même endroit pendant des années à la même heure. Je blague naturellement, mais vous voyez, nous sommes en manque. C'est qu'on- Nous prenons ces instants comme comme des stimulations extrêmes, limite comme une drogue spirituelle. Et naturellement que nous nous fourvoyons, puisque cet animal qui était en fait, qui était un vol de liberté, c'est survenu comme cela. Nous, inconsciemment, on est en train de réfléchir à toutes les conditions pour essayer de le recréer de manière artificielle. On connaît bien ça. Après, je cite la nature, mais naturellement, on se met seul dans une chambre au lotus, on met des bougies, de l'encens, et voilà, on est en pleine méditation sans le moi. Si c'était si simple, on le saurait. Euh, voilà, donc ce vent de liberté, parce qu'il y a un profond sentiment de liberté, hein, on ne peut pas l'inviter, ni le reproduire, ni le rendre artificiel. Donc, voilà, on a vécu cette expérience, elle s'achève, on l'a mémorisée et je pense que ce n'est pas un problème. Le problème, c'est que de tout cela, en fait, naît le désir et la recherche de plaisir. Alors que à l'instant vécu, c'était beaucoup plus que du plaisir. C'était quelque chose bien au-delà du simple plaisir. Et ce n'était pas né du désir non plus, mais c'était beaucoup plus que du plaisir. Il peut y avoir du plaisir inclus, mais c'est immensément plus grand que du plaisir. Et la volonté de le revivre, c'est une recherche de plaisir. On perd quelque chose dans cette volonté de reproduction. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Puisqu'on a eu cette expérience qui s'est achevée, on a cette mémoire qui, si on n'y prend pas garde, va être un stimulant, va nous inciter à faire plein d'actions au lieu de rester tranquille. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant cet événement? Pendant cette expérience, tout d'un coup, le présent, l'acte, ce qui se passait devant moi, tout d'un coup, cela a attiré, on va dire simplement, a éveillé en moi mon attention. J'étais attiré par une couleur, une lueur, un son d'un oiseau. Et à travers les sens, on ne s'en rend pas compte. Pour la première fois, j'ai écouté le son de cet oiseau, ou j'ai vu la lumière sur l'eau. Je ne la... Tout ça, c'est hors verbal, hors mental. Je n'avais jamais entendu ni jamais vu comme cela avant. Donc, je suis sidéré d'entendre, de voir de cette manière. Et cette sidération, je m'arrête sur ce mot, c'est la sidération du mental, qui le mental devant une telle intensité, une telle beauté, en fait le mental se tait. Le commentaire est inutile dans cette beauté. Et tout ça est un cercle très vertueux. Nous avons un sens qui s'éveille, le mental est stupéfait, donc le mental se tait. Et ce même silence du mental fait que tout d'un coup, on est encore beaucoup plus sensible à tout ce qui se passe autour de nous, pas qu'au son, à la lumière, à la totalité de ce qui se passe autour de nous. Et dans cette intensité, nous dépassons les sens. Nous allons, les sens sont inclus,
tous les sens et nous allons au-delà des sens. Et là, il y a un mystère puisque nous sommes au-delà du mental, le mental se tait, les sens sont tous sensibles, ouverts, et nous les dépassons. Et donc là, dans cette relation, on va dire ça comme ça, étrange, où est le sentiment d'être, le sentiment du moi ou le sentiment d'exister? Ce sentiment a besoin de mots pour, pour être ressenti. Le sentiment du moi, le sentiment d'être individu séparé du reste, a besoin du commentaire de la pensée. Là, le présent est tellement intense que tous les commentaires sont superflus, n'ont aucun sens, donc il n'y a plus aucun commentaire. Le sentiment de soi a totalement disparu, mais comme je le dis souvent, le sentiment du moi, c'est le sentiment du moi ou le sentiment du soi qui a disparu. Mais nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes, évidemment que nous sommes toujours là, mais tout d'un coup, nous sommes totalement autres que l'idée du moi ou que l'idée du soi ou que quelque idée. Nous sommes totalement différents et cette chose différente, non seulement l'être humain est différent, mais il voit que tout autour de lui est différent. La dimension spirituelle a fait une irruption dans le monde à travers cette action. Mais tout cela se fait dans le silence total de l'esprit et les gens ne se rendent, peut-être ne le voient pas, mais également dans l'immobilité complète de l'esprit. Il y a un silence, une immobilité totale, et ça, c'est le terreau, la base, et tout d'un coup, tout se révèle différemment. Mais je me permets d'insister, tous les sens sont aiguisés, mais on va bien au-delà des sens. Ils sont inclus à 100%, il n'y a aucun rejet, mais on les dépasse totalement, totalement. Et je pense que ce qui nous touche, c'est qu'on découvre la dimension spirituelle et dans cette découverte, tout est spirituel. Il n'y a pas l'esprit et le monde. Et ces séparations, il n'y a pas le corps et l'esprit. Enfin, tout ce fractionnement ben, n'existe plus du tout. Et il y a un côté tout à fait nouveau. Je vais rester sur ce terme. Il y a quelque chose de tout à fait nouveau. Et quand l'expérience finit, ce nouveau, on le mémorise, mais la mémoire du nouveau, ce n'est pas du nouveau. La mémoire d'un sourire n'est pas un sourire. Donc qu'est-ce qu'on trafique avec cette mémoire du nouveau? on, se- on est absurde. Il y a une chose toute neuve, sans passé, sans avenir, qui est là, sans temps, et nous la mémorisons de manière automatique, et on veut travailler dessus. En fait, on veut faire rentrer l'intemporel dans le temps, avec notre histoire de mémoire, la pensée qui tourne. On dit, oui, ah ouais, dans quelques temps, je vais revivre ça, ou faut peut-être que je mange moins, que je dorme mieux. On fait une stratégie qui demande du temps, hein, pour revivre cet instant qui est hors du temps. Évidemment que, voilà, dans ma présentation, vous sentez bien que c'est caduque. Donc, alors quand cet événement est fini,
C'est quoi mon présent? Parce que mon présent, quand cet événement était là, c'était être sensible à tout ce qui est autour de moi de manière silencieuse. Ça, c'était mon présent. Mais c'est plus mon présent maintenant, puisque j'ai mémorisé. Et maintenant, mon présent, c'est mon désir de revivre ça. C'est devenu ça, mon présent mental. Faut voir ce qu'on est tel qu'on est au moment où on le vit. Donc maintenant, j'ai ce désir de revivre, cette volonté de créer les conditions favorables pour revivre ça. Et donc ça, c'est mon présent, c'est l'énergie de mon mental qui est tournée dans cette direction. Est-ce qu'en mettant cette énergie dans cette direction, on regarde encore le monde autour de nous? Quand cette volonté est devenue une obsession, une stratégie très très importante pour nous, il n'y a que ça qui compte en quelque sorte. Est-ce qu'on regarde encore un, un être humain qui passe dans la rue? Est-ce qu'on regarde encore un nuage au soir? Tout ça nous intéresse plus. C'est affreux. La seule chose qui nous intéresse, c'est très mesquin, c'est notre réussite. On veut revivre ça, on veut réussir à revivre ça. Comme un homme d'affaires qui veut réussir son business. Nous faisons la même chose au niveau spirituel. Donc, toute cette énergie, cette ambition, en fait, cette obsession, littéralement, m'empêche de voir mon voisin, mon fils. Tout ça, je les regarde, mais c'est devenu secondaire par rapport à mon but. Tu sais, je les regarde, mais bon, ok, oui, c'est bien ce que tu dis. Non, attends, il faut que je revienne à ce que je suis en train de faire. Tout devient secondaire, de peu d'importance, et je pense que cela nous rend insensibles. Je sais pas, vous voyez le processus, ce drame, comme une pièce de théâtre, que nous mettons en scène dans notre esprit à cause de cette envie, à cause de ce désir qui devient une obsession. Ben, petit à petit, cela nous rend insensibles au monde. Nous sommes sensibles qu'à notre préoccupation. Et donc, nous perdons momentanément, naturellement, nous perdons, nous ne savons plus voir l'arbre, l'animal, le fleuve, le soleil du matin. Nous, c'est comme si nous avons une cécité à cause de notre obsession. Et je ne sais pas si on en est compte du drame, puisque justement, ce qui a provoqué cette extase, on va dire ce mot, c'est que justement, dans cette expérience, tout d'un coup, j'ai été subjugué par le... J'ai entendu le cri d'un oiseau, j'ai vu une lumière sur l'eau, comme pour la première fois. J'ai été percuté par cette expérience. Et là, tout ça est devenu secondaire. C'est comme si toute ma stratégie pour revivre ça m'éloignait de plus en plus de la possibilité de vivre ça. La stratégie devient négative, contre-productive, si on peut dire ça. Elle détruit, on a mis l'oiseau en cage, on a mis l'oiseau libre en cage, et c'est plus un oiseau libre. On détruit la beauté par cette chose-là. Donc, ce qui compte, c'est mon état présent mental. Je regarde l'heure, ça va. Euh, et donc, ce qui compte, est-ce que je peux me rendre compte de mon obsession, là, de ma stratégie pour vivre l'extase? Est-ce que je peux, ça c'est mon état mental maintenant, est-ce que je peux regarder cet état mental comme j'ai entendu pour la première fois le son de l'oiseau? Parce que mon présent, c'est ça, c'est cette lubie, cette phobie de vivre. Est-ce que je peux voir ça sans y penser?
Quand j'ai entendu le son de l'oiseau, ça m'a percuté ce que je l'ai entendu sans mettre un mot dessus. Ça m'a emporté. Après, on peut dire oui, c'était le cri d'une pie, mais au moment de la magie, on n'a pas mis un mot dessus, c'était pas nécessaire. Donc, s'il n'y a pas de mots, il n'y a pas de pensée. La mémoire est là, mais on ne l'utilise pas. On sait très bien ce que c'est une pie, un corbeau, mais en fait, on n'active pas cette mémoire et on reçoit le son sans plaquer de définition, c'est un corbeau, c'est une mouette ou autre chose. Donc, on a perçu ce son sans mettre un mot dessus. Est-ce qu'on peut voir le mouvement de notre pensée, de cette avidité, le voir directement comme on a entendu le son? Là, je mets les mots pour notre conversation, hein, mais voir ce mouvement tel qu'il est sans mettre aucun mot dessus. C'est très. Pour l'extérieur, ça paraît plus simple, j'en suis totalement conscient. Pour l'extérieur, on dit, ben oui, on peut entendre, ou voir, ou percevoir une odeur sans mettre un mot. C'est pas courant, mais oui, ça paraît possible. Mais pour l'intérieur, ça nous paraît difficile. Je me suis toujours posé la question pourquoi percevoir l'extérieur sans penser, sans mots, dans le silence de l'esprit. Ben, c'est étrange, mais ça nous paraît possible. Et percevoir son propre esprit dans le silence, ça nous paraît beaucoup plus cornélien, kafkaïen, presque un peu surréaliste, alors qu'on le fait parfois. Je sais pas si vous êtes rendu compte, parfois on parle de manière mécanique, de manière automatique. On dit à quelqu'un, bah, t'as vu le film hier soir, oui, il était vraiment super. On déroule une phrase comme ça, sans mettre trop de conscience. On parle de manière automatique et parfois on peut s'en rendre compte. Parfois on dit, mais attends, là, je viens de te dire un truc, mais qu'est-ce que je raconte là? Attends, tu t'intéresses même pas à ce film, pourquoi je. Et faire ça, on a fait un arrêt sur image et cette chose-là a pratiquement disparu. Cette volonté de parler du film à tout prix à cette personne. En fait, pendant quelques milliardièmes de secondes, on a vu qu'on délirait, qu'on parlait à cet ami de ce film sans que ça l'intéresse vraiment, on était tellement passionnés. Et pendant quelques secondes, ah mais qu'est-ce que je raconte là? En fait, on l'a vu. Si vous voulez, on peut mettre voir entre parenthèses, on a pris conscience qu'on parlait comme ça à cet ami. Et ben, enfin, je fais n'importe quoi. Donc, on peut en prendre conscience sur le vif pendant que ça a lieu. Parce que c'est sur le vif qu'on prend conscience, hein, pas après. Donc, là, dans cet exemple simple, ça paraît oui, mais en fait, dans notre propre mental, par rapport à notre propre mouvement de désir de vouloir vivre l'extase ou l'éveil ou je ne sais pas quoi, eh ben, on peut avoir ce flash de conscience, mais je suis complètement obsédé par ce truc-là, je dis n'importe quoi là. Et le mot le dit lui-même, c'est comme un arrêt sur image. Cette expression est plus que valable. C'est un arrêt sur image. Nous avons les images dans l'esprit, on prend conscience et ça s'arrête devant nous. Alors, parfois ça s'arrête complètement, parfois ça reprend un peu, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, la prise de conscience d'une chose automatique, une prise de conscience aiguë, fait que le mouvement mécanique s'arrête devant nos yeux, même si c'est à l'intérieur, hein. C'est une expression devant nos yeux. Donc on peut tout à fait voir un processus mémoriel, un processus de la pensée, et se rendre compte qu'il est inadéquat, et le voir face à face, ralentir et s'arrêter devant nos yeux surpris. Et si on était, si on avait cette conscience peut-être plus
si on était habitué à ces prises de conscience, quand il y a un arrêt sur image, en fait, on vient de voir le mouvement de la pensée. Par cette conscience qu'on a eue, on a vu le mouvement de la pensée sans penser. Pendant quelques instants légers, on a pris conscience, c'est un fait. Mais je délire là, c'est une perception. Donc pendant ces quelques instants, bref ou plus ou moins bref, le mental de l'homme n'était pas que de la pensée. Il y a eu la découverte d'un autre continent. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, si on restait comme ça, tranquille, sans remettre le mouvement en marche, pas immédiatement en tout cas, on se rendrait compte qu'il y a à peu près la même saveur qu'entendre un son, un chant d'oiseau sans mettre le son dessus. Pourquoi serait-ce différent? C'est le même mystère, c'est la même sorte de perception où le mental est devenu silencieux et devant notre propre regard intérieur, il s'est immobilisé. Et il y a le même mystère, puisque tout d'un coup, il y a l'esprit et c'est pas mon esprit. Il n'y a pas de séparation. Le délire de l'homme qui veut vivre l'extase par différentes stratégies, c'est le délire de tous les hommes religieux. C'est pas mon délire à moi. Toutes les ambitions des hommes spirituels religieux se retrouvent dans cette même démarche. Et dans cet arrêt, c'est l'arrêt du mouvement habituel de l'esprit. Et le mouvement habituel de l'esprit, c'est le mouvement que je connaissais de mon esprit. Je pensais que c'était ça mon esprit, ce mouvement habituel. Mais je me découvre autre. Je ne suis pas que ce mouvement d'esprit, de, de, de désir, de quête, de volonté de réussir. Et je me découvre autre que les pensées, autre que la mémoire, autre que moi-même. Et peut-être que finalement, peut-être que notre véritable nature n'est pas nôtre, mais elle est autre. Et je trouve ça intéressant. Parce que notre véritable nature, c'est nôtre. C'est un peu, maintenant, c'est comme un slogan. Je trouve, c'est des phrases encore mécaniques. euh, et ça gêne plein de gens quand on dit non, peut-être que notre véritable nature n'est pas nôtre, elle est autre. Ça ouvre un truc plus large, je trouve. Euh, 39, je tiens mon timing, ça va. Euh, donc, la magie, ce mystère ou ce contact, cette magie qu'on a eue à l'extérieur, et qu'on pourrait dire ça ne peut avoir lieu qu'à l'extérieur, on pourrait croire ça, en fait, ça peut également avoir lieu dans ce qu'on appelle, entre guillemets, le monde intérieur, l'esprit. Par l'observation, ça peut également avoir lieu. Et le summum de cette beauté, de cette grande beauté, c'est que si on ne s'arrête pas à tout ça, tout d'un coup, la beauté n'est ni extérieure ni intérieure. Ça englobe ça et ça dépasse. C'est le monde extérieur, c'est le monde intérieur, mais intérieur et extérieur, c'est encore des mots, des expressions humaines. Et cette beauté transcende ces concepts. Qu'est-ce que c'est que l'intérieur? Qu'est-ce que c'est que l'extérieur? L'intérieur, un être humain n'est fait que d'apport de l'extérieur. Notre corps vit grâce à l'alimentation, au soleil, à l'eau que nous buvons. C'est l'extérieur qui constitue notre corps. Et je parle du mental, et pour le mental de l'homme, bah, le mental de l'homme est constitué de souvenirs, d'expériences, de lectures, de films, de dialogues,
tout cela venant de l'extérieur. Du moment qu'une chose existe, quelle qu'elle soit, elle est le résultat de la totalité de son environnement. Nous sommes le résultat de tous les contacts que nous avons eus avec notre environnement, que ce soit physique ou intellectuel, les livres, les films, les discussions, les conférences, tout ça, ce sont des nourritures qui constituent le mental, hein, je parle du mental, hein, et le corps est constitué de nourriture véritable, d'alimentation, tout ça. Donc la frontière entre l'extérieur et l'intérieur est très, verbalement, on peut le dire, c'est un peu une convention parce qu'il faut quand même arriver à pouvoir parler des choses, mais en fait, euh, il y avait des maîtres zen qui disaient le charbon dans la cave n'est pas noir, il est complètement blanc. Alors c'était une plaisanterie. Le charbon existe parce que par les modes d'interaction, l'ensemble de l'univers a fait que le charbon soit là. Ça nous paraît très bizarre. Quel est le rapport avec un trou noir, avec une galaxie lointaine? Je m'égare légèrement, mais je veux préciser ça. La vie, dans le sens le plus large du terme, n'est qu'un immense réseau d'interdépendance, d'interconnexion énorme, immense, et rien n'existe par soi-même. Rien n'est autonome, c'est une lubie totale et entière. Donc, mon mental est dans le même cas, mon mental n'est pas autonome. Mais je parle du mental, pas de l'esprit. Hein. Mon mental n'est que le résultat de l'ensemble de l'environnement. L'univers a fait que le mental soit comme ça. De même pour la rose, la chenille, on n'est pas supérieur à d'autres. Hein. Mais ce que nous découvrons là, je reviens, je finis ma digression, ce que nous découvrons dans le calme, dans cet immense silence, dans cette immense immobilité, nous dépassons le mental et nous arrivons dans le véritable domaine spirituel qui n'a peut-être aucune limite, ni spatiaux, ni dans l'espace, et peut-être qu'il n'est pas concerné par le temps. Il y a, je pense que de manière inconsciente, plus ou moins claire, c'est ce que nous goûtons dans ces expériences, c'est que une fois qu'on a goûté, c'est tellement énorme que le désir de le revivre est presque naturel, mais ça peut devenir un vrai piège. Voilà, je tiens mon timing, je suis dans les temps. L'autre fois, j'ai tellement débordé que bah, Clara, finalement, ne nous a pas rejoints, donc j'ai bien fait de ne pas spécialement attendre. Euh, voilà, donc c'est une exploration là que j'ai faite, hein. C'est une proposition, hein. On peut naturellement en parler, remettre en question et investiguer tout ce qui a été présenté. Mais dans les grandes lignes, je pense que ça se tient. Mais bon, voilà, donc maintenant, on va dialoguer. Donc, comment vous voyez tout ça? Ou est-ce que ça vous paraît complètement farfelu ou faux? Hein. Et puis, voilà, donc je sais que c'est toujours délicat pour parler après la présentation, mais allez-y. Oui, vas-y, vas-y. Sylvie, je crois que tu voulais parler, non? Ah, Tout ce que tu dis me parle. Alors, on a hum, déjà eu l'occasion d'échanger là-dessus. Et oui, quand je t'écoutais, je pensais au un et au tout. Je ne sais pas expliquer, hein, c'est vraiment des sensations. C'est des sensations. Et, oui, et euh, euh, au fur et à mesure que je t'écoutais, quand j'entends que tu dis on cherche à le revivre ou enfin, c'est un peu comme avec toutes les guillemets possibles, hein,
comme des affirmations. Euh, Mhm. j'ai pas cette sensation-là. Alors oui, forcément, mais j'ai pas cette sensation-là. C'est une mémoire émotionnelle, une mémoire physique et qui m'a nourri, qui s'est Mhm. engrammée, euh, qui contribue à me donner des, enfin engrammée, oui, donc comme des, ouais, ça me nourrit. Si je vais, si quand je pars marcher dans la nature ou comme je te disais, si je m'assois dans le salon avec toutes les fenêtres ouvertes et que j'entends les oiseaux et que je suis en train de lire, euh, je ne vais pas forcément retourner vers ça, mais je laisse Mhm. faire. Ouais, c'est ça en fait. Je laisse faire parce que je sais que c'est possible, comme pour les chouettes, si j'arrête de bouger et que je me laisse Mhm. traverser quelque part. Mhm. Et c'est pour ça que les affirmations me dérangent toujours, hein, de toute façon, indépendamment du Oui, reste. oui, mais il y a pas de Et souci. c'est comme ça m'a appris une forme de disponibilité. De, Mhm. j'ai une phrase que j'adore qui est très, je hais les gens qui ont des, qui sont, qui affirment des choses. Mhm. Et c'est une affirmation. Et ça m'apprend ça justement, à être assise et à Mhm. me laisser faire. Parce que Mhm. ça m'a appris que dans le non-vouloir, les perceptions Oui. sont exacerbées. Mhm. C'est en ce sens-là, tu vois, que je perçois ça. Et c'est une grande richesse de pouvoir bouger en silence. Oui, oui. Euh, tout ça, c'est presque comme presque anecdotique, mais c'est la phrase qui me vient à l'esprit. Il faut oublier les choses, mais surtout, il faut oublier d'oublier. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? À chaque mot, il y a presque un piège. Donc, il faut toujours dire, ah oui, mais c'est qu'un mot. Attention, ce mot est un mot et la description n'est pas la chose décrite, évidemment. Mais c'est sûr que euh, qu'est-ce qu'être disponible? Voilà, on pourrait peut-être essayer de être disponible. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est laisser de l'espace. Et justement, dans laisser de l'espace, il y a déjà une intention. Mhm, Laisser. Et pour ces moments de grâce, il n'y mhm. avait pas d'intention. Ah non, mais là, non, non, là c'est sûr. Mais là, je parlais pas directement de Oui, ça, oui, c'est sûr. oui, 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 oui. Non, mais si c'est quelqu'un nous écoute, par exemple, il entend le mot disponibilité, voilà, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que ça représente, sans dire je veux pas une méthode pour être disponible, mais qu'est-ce que ça suggère, qu'est-ce que ça sous-entend, tu vois euh, Le est-ce que mental. on peut peut-être l'aborder un peu de manière négative? Être disponible, c'est ne pas tout vouloir préparer, par exemple. Voilà, c'est un peu plus ouvert. Dire, ben, on va pas tout organiser, tout gérer, tout planifier, tout à telle et telle heure. À 5 heures, je fais un poème. À 6 heures, j'ai ma méditation. À 7 heures, j'ai mon extase. Toi, la- les horaires, quoi, la planification. Quoi. Peut-être que ça échappe à tout genre de planification. Ouais, peut-être, peut-être. Et tu as fait le distinguo entre le mental et l'esprit. Effectivement, ça échappe au mental, c'est en dehors du mental. Hmm, hmm. Tu Et vois? c'est là qu'on est perdu parce qu'on veut toujours tout raisonner, tout comprendre, tout organiser, faire des tableaux Excel. Enfin bon, je fais une caricature, mais exprès. Hmm. Et c'est ça qui est super intéressant. C'est difficile de lâcher prise. C'est difficile
Alors, on peut le faire, hein, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, c'est facile. On s'assoit en Hum, méditation, on s'assoit hum, sur une branche d'arbre, ok. Mais avoir une forme de disponibilité comme ça, au quotidien, je fais exprès c'est immense. La vie de tous les jours, oui. Ouh, En fait, c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'on vit en société, on a des contraintes, boire, manger, dormir, faire les oui. courses, machin, tout le bazar. Oui, après, dans les choses pratiques, il faut s'organiser, il faut l'organiser. Voilà. Si je dois prendre le TGV pour aller à tel endroit, je dois regarder les horaires. Mais ça, c'est OK. C'est pas, on peut pas prendre le TGV pour aller vers l'éveil. Voilà, si tu veux, pour faire la blague. On peut prendre le TGV pour aller à Paris, à Marseille, mais pas pour aller vers l'extase. Tu vois. En fait, je pense l'être humain, de manière générale, est un peu à une certaine confusion. Parce que dans le monde, alors on reprend le terme, dans le monde extérieur, voilà, pour se déplacer, on sait on a tant d'heures de voiture, on doit prendre le train ou l'avion, donc là c'est OK, on l'organise, on le planifie, et il vaut mieux d'ailleurs, pour arriver à destination à une certaine heure. Pour construire une maison, bah, il y a des techniques, il y a des architectes. Euh, ça fonctionne. Euh, pour essayer de voir pourquoi ça fonctionne dans un domaine et pas dans l'autre. Euh, Si tu veux, pour apprendre une langue, on va prendre des cours, on va vérifier, on va apprendre la syntaxe, la conjugaison. En fait, là, ça fonctionne parce qu'une langue, l'allemand ou l'anglais, ça peut légèrement évoluer, mais ça ne change pas du tout au tout. Au bout de 5 ans, l'anglais, c'est quand même à peu près le même. Dans ce cadre-là, vu qu'il y a très peu de changements, comme dans l'architecture ou dans conduire une automobile, ça change très peu, donc l'utilisation de la mémoire est correcte. Parce que les données que j'ai enregistrées il y a 15 ans ou 20 ans ou 30 ans pour conduire une voiture, bah, à peu de choses près, ça fonctionne pareil, hein, la pédale de frein, l'accélérateur. Comme ça change très peu, notre appareil respiratoire est adapté à l'air. Bah, depuis qu'on est sur Terre, l'air a sans doute un peu changé, mais les bases sont les mêmes. Et donc, ma mémoire corporelle, mon appareil respiratoire, est OK par rapport à l'air. La mémoire fonctionne dans un cadre où il y a très peu de changements. Là, c'est OK. Tu vois. Mais dans un cadre, dans un environnement où tout change, et tout change très vite, ben, la mémoire, là, elle ne marche pas. Là, elle serait inefficace. Et je pense que ce domaine où tout change très vite, en fait, peut-être qu'il n'y a pas de continuité, peut-être. Je crois que c'est le domaine de l'esprit. Ce que j'étais, si on veut être vraiment clair, si on veut être honnête, ce que j'étais il y a 5 ans, bon, aujourd'hui, je suis très, 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 très différent. Bon, il y a quelques lignes, mais j'ai quand même beaucoup changé finalement. Et si mais attends, à 15 ans, adolescent, comment j'étais, ben, c'est comme si on parle de quelqu'un d'autre. Et toi, et là encore, on- l'exemple, pour donner un exemple, obligé de réduire, puisque je parle de moi, de mon mental, mais aussi de mon physique. Et mon physique, il y a quand même des lignes de continuité. J'ai quand même toujours un physique avec 2 bras, 2 jambes, un cerveau s'il n'y a pas eu d'accident. Et le mental, justement, c'est là où il y a un truc intéressant. Le mental étant basé sur les expériences et sur la mémoire, voilà, je ne vais pas redévelopper tout cet aspect. Cette mémoire, si tu veux, à chaque nouvelle expérience, on rajoute quelque chose dans la mémoire. Voilà, je pense que les militaires sont comme ci, ou les footballeurs sont comme ça. Puis je parle à un footballeur, tiens, il est un peu différent. Je rajoute une information concernant les footballeurs dans mon esprit, et donc je prolonge la mémoire par un nouvel aspect. Hein. J'enrichis, mais c'est toujours
une coulée de mémoire sur laquelle je rajoute des nouvelles données. Et ça peut nous donner un sentiment très fort qu'il y a quelque chose qui dure dans le mental, qu'il y a quelque chose qui était là quand j'étais très jeune et qui est toujours là aujourd'hui. On peut avoir ce sentiment très, très puissant, il faut le dire, il ne faut pas se mentir. Mais en fait, si on regarde vraiment, c'est la mémoire qui donne ce sentiment d'une continuité. Tu sais, quand j'étais petit, j'étais un peu peureux, maintenant je suis un peu plus... La mémoire parle au niveau du mental. La mémoire part de l'image que j'ai de moi, et cette image, avec la mémoire, je l'améliore, je la modifie, je la transforme, je le... Il y a une continuité de temps, une continuité de mémoire qui me fait croire à une continuité spirituelle. Tu vois. Il y a euh, on a l'impression qu'il y a quelque chose d'inamovible en nous, qui a été là très tôt et qui est toujours là, un sentiment comme ça. Je ne sais pas si c'est clair, ça. Ben, c'est clair parce que c'est de ça, enfin, c'est vraiment ça qui me vient. Moi, j'ai l'impression, alors je sais pas, mais que il y a effectivement ce que tu dis de l'aspect physique qu'on a, qui vieillit, enfin qui se transforme avec le temps. Et j'ai l'impression que j'ai une identité profonde qui est là depuis que je suis arrivée au monde et Mhm. qui est, alors inamovible, j'ai jamais dit ça, mais bon, pourquoi pas, Oui, oui. et qui est présente et qui est comme quelque chose d'essentiel, comme un Mhm. noyau dur. Ouais, un Et, veilleur, quoi. Ouais. ouais, et là, quand je t'entends, ce que tu viens de dire, ça efface complètement ça. Ben, non, je le questionne. Je le Ah bon, tu questionne. m'as fait peur. Oui, mais j'ai l'impression, tu vois, et parce que dans ces moments d'extase, de grâce, Ouais. euh, Oui. ça me reconnecte à quelque chose d'essentiel qui est moi, qui est pas moi en même temps, mais qui est quelque chose que je transporte. Mhm. Mais est-ce que c'est pas plus que moi? Si, Tu vois. si, C'est, comme tu as dit, c'est moi et c'est pas moi. Non, non, mais oui. c'est exact. Je veux dire, on joue pas sur les mots, c'est tout à fait Non, non, exact. non, mais je te suis hein, complètement. Tu vois. Oui, oui, Et oui. parce que tout est intégré dans ces instants. Donc nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, on est complètement intégrés, on en fait partie. Tout est intégré, mais ça dépasse tout. Ben, ça fait vraiment penser au un et au tout, quoi. C'est intemporel, c'est immense, c'est là et c'est partout, c'est nulle part et c'est ailleurs. Enfin, c'est difficile les mots Oui, pour le dire là. oui, Et je trouve ça extrêmement apaisant et extrêmement rassurant. C'est abyssal, ça peut être terrifiant, mais en même temps, moi, je trouve ça extrêmement apaisant. cer- certains peuvent en avoir Oui, peur. pour C'est assez certains. rare, mais ça peut arriver, hein, Hum, hum, naturellement. hum. Mais, mais, on revient toujours à cette chose. Est-ce que notre vraie nature, elle est nôtre ou elle est autre, tu vois? Et dans l'autre, si on veut être comme ça, dans cet autre, il y a tous les nôtres. Tu vois, je fais exprès là. Tu vois. Dans l'infini, il ne peut pas y avoir d'exclusion, sinon c'est pas l'infini. Tu vois, il ne peut pas y avoir d'excommunication de qui que ce soit, de quoi que ce soit, à quelque niveau que ce soit. Mais rien n'est supérieur à rien. Hein. Il n'y a pas d'une entité spéciale, Paul Pujol ou je ne sais pas quoi. Et c'est verbalement, on peut le dire, mais dans la subtilité, c'est plus, c'est, ça dépasse ça. Hein. Et en fait, depuis qu'on est sur Terre, je reprends, parce que c'est très fort chez l'être humain, c'est viscéral, ce sentiment qu'on a quelque chose en nous, là, comme un axe. Hein. En fait, on l'a, on l'a légèrement personnalisé
Parce qu'en fait, c'est peut-être l'axe du monde, c'est pas mon axe. C'est pas le. Pourquoi à moi ça? C'est c'est l'axe du monde, et cet axe du monde, alors là l'image devient caduque, cet axe du monde, il est chez tout le monde, dans la pierre, dans le rocher, dans la montagne, dans le chêne, dans la chouette. Euh, L'image, toi, j'arrive pas à trouver l'image, je veux dire le centre, mais toi, là on touche la limite des mots. Toi, on va dire comme ça, l'essence de toute chose est dans toute chose. En nous, évidemment, mais dans la fourmi, euh, et cette chose, on peut garder ce mot pendant quelques instants, est-ce que c'est apparu avec moi? Est-ce que c'est né comme moi je suis né? Ça paraît bon, un peu spécial. Et, et alors, si c'est pas né avec moi, alors, est-ce que ça va disparaître quand moi je vais mourir? Voilà. Et là, tout d'un coup, waouh! Ah, mais oui, ok, oh là là, oui, d'accord, 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 d'accord. Ce qui ne naît pas ne meurt pas. Tu vois. Et là, il y a tout un truc, là, on se dit, mais ça n'a pas l'air d'être concerné par la mort, ce truc. Tu vois. Il y a, ok, 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 d'accord, d'accord. Et donc, le temps, eh ben non, ça n'a rien à y faire non plus. Toi, là, waouh, tu dis, mais, ah oui, ok, 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 là, ça, c'est plus que de l'ouverture, là, il y a un truc. Il n'est pas dit que, je reprends le mot comme ça, il n'est pas dit que notre véritable nature soit née avec nous et meurt avec nous. Si c'est vraiment la véritable nature. Ça, pourquoi on met des possessifs? Ma véritable nature. On pourrait mettre la véritable nature. C'est de suite un peu moins à moi ça, quoi. Hein, on dit le souffle de vie, on dit pas souvent mon souffle de vie, hein, j'ai pas trop entendu ça par contre. Voilà, on dit le souffle de vie et ça gêne. Je n'ai pas l'impression que ça gêne les gens. Euh, mais effectivement, il y a un axe du monde. Il y a un arrière-plan, il y a quelque chose de devant ce monde qui est un monde de changement, d'alternance, de mouvement, de recomposition des choses. Certains perçoivent de manière un peu intuitive qu'il y a peut-être autre chose qui ne change pas. Et là, bon, ouah, ouah, qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein. Est-ce qu'on a un lien avec ça ou est-ce qu'on est, toi, est-ce que c'est juste euh, du délire? Quelle est notre relation? Quel est notre lien? Est-ce qu'on peut goûter? Hein, ou est-ce que c'est juste des belles théories qui nous, qui nous font du bien comme ça? Voilà. En fait, les gens sont assez, je trouve.
certaines personnes dans le monde spirituel sont assez rentre-dedans. Et quand quelqu'un dit, ben oui, non, mais moi, il me semble que j'ai un axe, voilà, depuis que je suis sur Terre, sans mettre le mot âme, voilà. Il y a des gens qui peuvent, non, non, mais il n'y a pas d'axe, là, c'est du pur délire, c'est le mental, tu te trompes, c'est de l'égocentrisme. Toi, font de la destruction pour la destruction sans donner d'explication. Il ne s'agit pas de détruire, hein, il s'agit d'expliquer des choses. Mais qu'est-ce que c'est ce sentiment? Peut-être on a mis peut-être une couleur dessus, la couleur n'est peut-être pas le sentiment lui-même, tu vois. Et je trouve qu'il y a des gens assez brutaux, de manière. En fait, il faut essayer de sentir les choses et de mettre un regard subtil un peu dessus. Euh, et toi, un des liens, je pense, qui peut exister, l'être humain en tant qu'être biologique c'est fini, il sait qu'il va mourir, le corps va disparaître, ça c'est OK, on n'y peut rien. Et donc, on est fortement concerné par la mort. Et donc, si on n'a pas une dimension, entre guillemets, spirituelle, bah, la mort, c'est la fin de tout. Donc, c'est le néant. Donc, c'est quand même le vide total. C'est abyssal, quoi. Ça perturbe profondément le mental et tout l'être humain. Et ça, je pense, c'est une grande source de souffrance, évidemment. Et donc, s'il y a un individu qui a cette vision, cette perception, on lui propose, on lui fait sentir que peut-être il y a quelque chose d'autre que la disparition du corps, que la naissance, la vie et la mort, qu'il y a autre chose avec toute la délicatesse possible, lui indiquer que peut-être cette chose elle n'a pas eu de commencement et peut-être elle n'est pas concernée par la mort et que cette chose, c'est la véritable nature de tout ce qui existe. Et si la personne écoute, peut dire, et c'est, vous pourrez dire la vôtre également, monsieur. Hein. C'est comme si comment on peut dire ça? On a ouvert une porte. Voilà. Sans faire trop d'envolée. Une personne qui était enfermée, alors sans partir dans des élucubrations, hein, mais dire, monsieur, votre corps va disparaître, votre mental qui est fait des réseaux du cerveau, les neurones et tout ça va disparaître, il n'y a aucun souci. Mais vous pouvez, dans cette vie même, découvrir l'au-delà de la pensée, l'au-delà de la mémoire, l'au-delà du cerveau. Si vous découvrez ça, vous aurez touché quelque chose qui ne meurt pas. Et vous aurez cette saveur. Cette personne n'est plus le même. S'il le fait, hein, pas s'il reste au niveau verbal. Et donc, il y a un lien. Je fais cet exemple. Il y a la perception de cet autre fait que cette vie même a changé. Donc, c'est pas deux choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Mais ça, naturellement, il faut le tester, hein, le constater, pas juste ah oui, mon esprit est éternel, c'est super, youpla boum, je vais prendre des cacahuètes, maintenant ça va bien mieux. Euh, Vraiment, il faut plonger hein, dans ce mystère. Psychologiquement, l'être humain peut être libre de la peur de la mort. On va mourir physiquement, mais la peur de la mort, elle peut totalement être effacée, disparaître pour toujours. Voilà, le physique va disparaître. Mais l'essence qui,
qui était là avant, elle sera là après. Ne plus Euh, avoir peur, hein, c'est quelque chose, hein. mais l'essence va disparaître. C'est quoi l'essence? Pardon? L'essence va disparaître, hein, c'est ça que tu as dit. Le corps, tout le physique Ouais. va disparaître, oui, c'est sûr. Oui, 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 ça c'est sûr. Mais en même temps, qu'est-ce qui reste? Est-ce qu'il reste quelque chose? Parce que c'est, tu vois, quand je t'écoute parler, je vois Oui, aussi le cosmos, l'univers, l'infiniment grand, l'infiniment petit. On est dans un système, on fait partie d'un système comme une énergie qui fonctionne de façon autonome. On n'est qu'un petit élément de ça. Quand on est, enfin, là, je parle du corps, mais oui, le corps s'en va et que tout continue à exister, tout continue à vivre. Et la oui, question se pose, enfin, la question se pose. Je sais même pas si je me pose des questions d'ailleurs. oui. Mais ouais, et c'est sur le mot essence que j'ai rebondi. Hein. Qu'est-ce que c'est que Qu'est-ce ce qui, truc? qu'est-ce qui reste? C'est ça que tu t'avais posé Non, comme non, je dis question. qu'est-ce que c'est que ce truc, mais oui, c'est comme un système autonome qui fonctionne indépendamment de quoi que ce soit d'autre. Quand tu vois en géométrie ou en mathématiques le monde comme il est constitué, comme les planètes tournent les unes autour des autres, comme on se prend pour le nombril du monde alors qu'on n'est même pas une poussière d'étoiles. Oui, Euh, on est les poussières d'étoiles, si, si. oui, je Non, pensais non. à la taille, je pensais à la taille. Oui, euh, poussière d'étoiles, c'est sûr. On fait partie du système. Et c'est des fois, je me dis, mais quelle prétention, quoi. non. L'ego au milieu de tout ça, mais quelle prétention. On est, Ouais, ouais, mais tu vois, je suis pas. On est, il n'y a pas d'insignifiance. Tout ce non, qui fait partie de l'infini, tout ce qui fait partie de l'univers a la même valeur. mais je suis profondément d'accord avec ça. Je Ouais. le dis, c'est peut-être que tu n'entends pas comment. Enfin, évidemment que c'est très important, mais on n'est pas plus, je suis pas plus importante que toi ou que la fourmi qui ramasse sa petite feuille pour passer par-dessus le caillou, quoi. Oui, C'est un ensemble. et la galaxie tout au fin fond de l'univers n'est pas plus importante qu'un être humain. Si tu veux, tout est important, mais rien n'est supérieur. Tu vois, ça, c'est. On, on est des enfants du cosmos, mais comme le reste. Bon, on n'est pas supérieur, mais on Non. est des enfants de l'univers. C'est-à-dire, Mm. comme tout. Mais tu vois, l'univers est créé. Hein. Il y a des galaxies qui naissent, des galaxies qui meurent. Le Soleil est créé, il y a des soleils qui disparaissent. Il y a un pouvoir de création dans l'univers qui fait que les éléments internes de l'univers vivent, meurent, naissent, remplacés par d'autres. Il y a un mouvement constant qui fait que l'univers, il est renouvelé. Il est renouvelé. Et il est créé dans ce sens-là. Bon, j'essaie de trouver le fil pour répondre à ta question. L'univers est créé. Alors, je prends une manière détournée, mais qu'est-ce qui le crée? Il est créé. On ne parle pas d'un grand barbu créateur, on met ça de côté. L'univers est créé, mais il est créé par quoi? Qu'est-ce qui le crée? Question. C'est une chose intéressante, hein. Euh, Parce que qu'est-ce qui crée l'univers et donc qu'est-ce qui me crée moi? Moi, en tant qu'être humain, qu'est-ce qui crée la fourmi? Qu'est-ce qui fait que ce merle chante? Pourquoi tout ça? Tu as les scientifiques qui disent pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose plutôt que rien? Ben, tu pourrais rajouter, oui, qu'est-ce qui fait que cette chose, cet univers existe? Euh, Bon, là, il y a deux alternatives assez simples. L'univers s'auto-crée lui-même. Voilà, un être meurt, un soleil explose
et ces poussières d'étoiles, des milliards d'années, vont refaire un autre soleil qui va lui-même exploser, et donc l'univers se crée lui-même, s'auto-crée. C'est pas totalement faux, c'est pas forcément totalement vrai non plus. Euh, je resterai sur ça. Si l'univers s'auto-crée, donc c'est la matière existe, elle est combinée, la mort de la matière fait que les éléments qui la composent se dissolvent, se répandent dans l'atmosphère, et ces éléments, à un moment donné, vont se recombiner pour faire autre chose. En gros, c'est de manière très schématique, c'est ça. Mais donc, en fait, il n'y a pas de nouvel élément dans cette chose d'autocréation. Hein. Les élé- la vie meurt, les éléments se dispersent, et ces mêmes éléments vont refaire autre chose. Et ce qui est à Donc, l'œuvre. voilà, donc il n'y a pas de nouvel élément dans ce système. Ça manque un peu de fraîcheur, on recycle, on va dire comme ça. Pourquoi pas? Mais il y a l'option X, une autre option qui dit, ben oui, mais l'univers s'autogère lui-même, mais il n'y a pas que ça, parce que sinon il n'y aurait pas une nouvelle fleur, une nouvelle espèce d'animal, il n'y aurait rien de nouveau dans l'univers si avec cet auto-recyclage, pour qu'il y ait du neuf, pour qu'il y ait du frais, il faut que ça vienne d'ailleurs. Si c'est dans la matrice crée la matrice, et tout ce qu'elle va créer sera le produit de la matrice, il n'y aura rien de nouveau. Est-ce qu'il y a, alors, entre guillemets, est-ce qu'il pourrait y avoir un plan créateur qui crée l'univers? Alors, je répète, on ne parle pas du grand barbu naturellement. On a vu que l'univers peut s'autogérer dans une certaine mesure, mais que la nouveauté ne vient pas de ça. Et je voudrais préciser l'auto-création, l'auto-reproduction de l'univers. En fait, c'est pas la genèse. Là, on n'est pas en train de créer un univers, c'est l'univers qui se prolonge lui-même. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Il y a l'univers qui se continue et la genèse, c'est la création du monde. C'est pas exactement pareil. Hein. La, la création, faire naître quelque chose de rien, ça, neuf, vierge de tout passé. Ça, c'est ça qui nous titille, qui nous concerne. Cet acte créateur premier, on va dire. Donc, on prend cette option, on va dire comme ça, dans l'enquête. Il y aurait quelque part un plan créateur qui créerait l'univers, qui créerait tout ce qui est biologique, et qui donc, dans cet univers, crée la mort, crée la vie, crée la naissance, tous ces cycles. Ça a également créé l'espace dans lequel tout existe. Ça a tout créé, en fait. Comment faire le lien, là? Je vais petit à petit. Comment faire le lien entre ça, si ça existe, et notre véritable essence? Hein, je ne perds pas le fil, Sylvie, mais step by step. Donc, dans cette proposition, il y aurait ce plan créateur qui crée tout, la vie, la mort, l'espace, la matière. Et si c'est vraiment, si ça existe vraiment, si c'est vraiment le plan créateur, si c'est vraiment l'origine de toutes ces choses, de l'univers, du vide, enfin de tout, lui-même, c'est une question intéressante. Est-ce que lui-même a-t-il eu un début? Peut-être. Je fais l'enquête là, j'en sais rien pour l'instant. Il crée l'univers dans lequel il y a la naissance, la vie et la mort. Il a créé ce cycle de vie et de mort avec l'espace et tout ça.
Donc il est le créateur de la vie et de la mort. Donc ça n'existait pas avant que lui fasse cet acte de création. Vous voyez ce que j'essaye de dire? Il a créé ces choses, donc lui-même est en dehors de cette chose, puisqu'il l'a engendrée. Donc c'est assez abyssal il y aurait quelque chose qui a tout créé, la vie, la mort, la matière, même l'espace, même l'illusion du temps, parce que c'est pas sûr que le temps existe. Et cette chose, alors tous les mots, j'allais dire, elle est là, ou ça existe. D'abord que c'est des expressions humaines, mais cette chose existe et vu qu'elle a créé la vie, la mort, donc l'alternance, le changement, d'elle est né les choses évanescentes, le changement. Donc, comme elle-même, elle a créé la vie, la mort, elle-même n'est pas concernée par la vie et la mort. Elle a créé tout le mouvement de toute la vie, toutes ces choses qui changent. Donc, lui-même n'est pas concerné puisqu'il l'a engendré, il l'a fait naître. Il a fait naître le mouvement. Donc, lui-même ne l'est pas. Je ne sais pas si vous voyez, Mais avant qu'une chose existe, elle n'existe pas, elle n'était pas là. Donc, avant qu'il ne le crée, tout ça n'était pas là. Alors, on est aux confins de la limite d'explorer, hein. On est très, là, c'est très, très délicat. Euh, donc, je pense, comme je le ressens, que cette chose ayant créé la totalité de l'univers, va dire, cette chose est l'origine première de tout ce qui existe. De tout ce qui existe, rien n'échappe, mais la beauté de cet acte créateur, c'est que cet acte créateur, il n'a pas lieu seulement il y a 15 milliards d'années au niveau du Big Bang, ce que nous racontent les scientifiques. Le Big Bang existe, mais l'acte créateur a-t-il eu lieu dans un lointain passé ou est-ce qu'il existe aussi maintenant, à chaque seconde, à chaque battement de paupières, à chaque respiration? Ça nous traverse et ça fait vivre l'univers entier. Je prends la deuxième option. Mais la deuxième option n'annule pas la première, puisque si ça crée à chaque instant, ça a également créé il y a 15 milliards d'années. c'était avant, pendant et après. Voilà. Et donc, dire ça a été fait il y a 15 milliards, oui aussi, 15 milliards d'années, mais vous me diriez 40 milliards d'années, je vous dirais oui aussi, naturellement. Et maintenant, ben oui aussi, naturellement. Donc, tout d'un coup, cette source originelle, en fait, elle est en permanence là, en permanence en train d'irriguer tout ce qui vit, tout ce qui disparaît, en train d'irriguer tous les êtres humains, les étoiles, les trous noirs. Ce souffle de vie, il nous traverse toujours, en permanence, à chaque moment. Et tout peut disparaître, cela restera. Qu'est-ce qui reste? Il reste ce qui ne peut pas disparaître. Et le plus extraordinaire, on va dire, c'est que l'être humain peut rentrer en contact. Voilà, c'est ça qui. Parce que, tu vois, ah, on n'entend pas le son, Anne-Marie, si tu veux parler. T'as, Ainsi. t'as dit. Non, je dis que c'est tout l'enjeu. Tout l'enjeu, c'est de contacter ce qui ne peut pas disparaître. Oui, d'être en relation, De le toucher, de le... ouais, de le goûter. et voilà. Mais je crois
on revient tout au début de notre conversation quand on a une expérience extatique, un peu mystique, d'unité, au-delà du temps et tout ça. En fait, c'est ça, ce contact. C'est ça. Mm. Tu vois, on a un sentiment d'éternité. Voilà, on, on a respiré l'infini. On est complètement, euh, mais par manque de maturité, quand ça finit, on le gâche en voulant le revivre, en envoyant un carton d'invitation, tout ce qu'on a dit. Parce qu'on se précipite, une fois que ça a fini, on se précipite dans l'avidité de revivre. On ne sait pas être tranquille. On a vécu ça, ok, on va pas en faire 15 tonnes, c'était l'infini m'a pris par la main, ok, mais maintenant c'est fini. Donc ce souffle de vie, il est vivant, il est Mais vivant. ça, tu vois, quand tu dis on se précipite pour aller chercher, moi, j'ai pas cette sensation-là quand même. Peut-être pas toi, hein, oui. Parce que, bon, je t'ai raconté là ce que j'avais vécu, je sais pas, j'avais 8 ou 9 ans là sur mon tronc d'arbre dans les bois où j'entendais le souffle du vent dans les feuilles, je voyais les couleurs de printemps, le soleil qui traversait les feuilles, le bruit d'un battement d'ailes. C'est permanent. Et je cours pas le chercher. Ça m'a appris l'éternité quelque part. Ça m'a appris Hum, l'impermanence. Ça m'a appris qu'il y a quelque chose qui existe, qui est là tout le temps, qui est hum, toujours la même chose, et que c'est là de toute façon. Donc, hum, comme c'est là, j'y suis. Enfin, je sais pas trop comment expliquer ça. hum, Et ça m'est arrivé une autre fois, un truc incroyable en méditation après une formation, à l'abbaye de Bassac, là à côté, donc dans un lieu particulier avec un lama et une autre fois en danse. Enfin bon, il y a des moments hum, comme ça. Et je le cherche pas. Ça se produit, ça arrive. hum, Et ça dit aussi ça, le un et le tout, hum, l'intemporalité, l'immensité. hum, Et j'ai pas l'impression. Alors peut-être que si, parce que le mental et l'ego, c'est quand même balèze. J'ai pas l'impression que je le cherche. Je vis hum, quelque part. Ça m'a appris l'essence de la vie, le mouvement de hum, la vie, quelque chose qui me dépasse. Mais dont, hum, entre guillemets, je fais partie du processus. Parce que c'est comme un mouvement autarcique dont on parle. Quelque chose qui bouge et qui, si on parle de l'univers, c'est difficile de mettre des mots là-dessus, mais il y a ouais. des étoiles qui meurent, les poussières d'étoiles en recréent une autre. Oui, oui. Hum, Et j'ai eu cette sensation-là quand j'étais petite, qu'il y avait quelque hum, chose dans lequel j'étais. Mais bon, c'est mes hum. mots maintenant. C'était des sensations. Oui. Mais j'ai pas l'impression que... Enfin, si mon ego doit courir après, ça c'est sûr. Mais Non, mais ça, je veux dire, je caricature quand je dis qu'on est obsédé, c'est pas fort. ah ouais, puis moi je te réponds, hein. Tu me lances et je te réponds. Oui, oui, non, mais je force le trait, évidemment, que c'est Oui, oui, très oui. subtil, ça peut être très léger. Je veux dire, c'est pas, je condamne rien, j'essaie juste de comprendre, parce qu'en fait, c'est assez légitime. On se dit ça, c'est assez légitime de dire, mais qu'est-ce que c'est? On pourrait pas vivre comme ça toute la vie. C'est, Mm. c'est pas, c'est pas stupide, mais ça gâche le truc, c'est juste ça que je veux dire. Oui, oui, C'est oui, 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 c'est assez logique. oui. On a eu un sentiment énorme. C'est pas complètement ridicule de vouloir le revivre, mais il faut juste comprendre ce qui se passe. Voilà. Mais en fait, je pense que dans tout ce qu'on fait là, en explorant, en vivant tout ça, en fait, c'est pour moi, c'est ce qu'on appelle la méditation. Tu vois. Découvrir cette origine, découvrir ce silence, cette immobilité de l'esprit, sentir ce qui ne naît pas, ne meurt pas, découvrir ça et plonger, 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 explorer, voyager dans si possible, je ne sais pas si c'est possible, devenir familier, j'ai un doute, devenir, toi, mais plonger dedans, explorer profondément, faire ce grand voyage. Tu vois, et comme je le sens, parce que voilà, on est en 2025, hein, créer une nouvelle culture.
pas ressasser les vieux trucs à la noix. Tu vois. La réincarnation, le grand barbu, oh, c'est bon, on a donné, quoi. Ça tourne en rond, cette histoire. Tu vois, créer un nouveau souffle. C'est- on en est là. Parce que faut pas rêver, au niveau mondial, les, toutes les grandes idéologies sont caduques. Plus personne croit ni au capitalisme, ni aux religions. Enfin, tout ça, ça a perdu beaucoup de leur mystère, de leur beauté. Et en 2025, les contemporains peuvent créer quelque chose de vital, de profond, qui emporte l'esprit. On est en gestation d'une nouvelle culture, voilà. Mais qui dépasse, qui dépasse beaucoup de choses des- de l'ancien monde, hein. Mais bon, euh, je suis dans les temps, hein, je suis très fort aujourd'hui. Euh, Anne-Marie, est-ce que tu voulais peut-être dire quelque chose ou pas, hein, il n'y a pas de... Non, j'ai bien suivi tout ça et voilà. Tu vois, cette chose, si elle existe, et si c'est notre véritable nature, on est très, on fait, en fait, c'est notre volonté de faire quelque chose qui nous éloigne de ça, C'est ça. profondément, profondément. Si on était Disponible. très tranquille, calme, arrêtant de courir partout, mais ça, l'esprit s'en empare, ou le mental s'en empare et dit oui, c'est vrai, il faut que j'apprenne à rester immobile. Et son soi-disant non-action est une action qui attend un résultat. Donc, c'est pas une non-action. Tu vois, hein, l'esprit il rattrape plein de choses, il déforme plein de choses, mais c'est comme ça. Bah écoutez, c'est 11h30, on va pas tarder euh, à arrêter. Bah, on a fait, je pense, une belle envolée quand même, hein. Parce que c'est très délicat, hein, de parler de tout ça. Enfin, vous le savez, hein, je pense que c'est un des sujets les plus difficiles, sans tomber dans une nouvelle théologie, dans une nouvelle théorie fumeuse. Il faut que ce soit très sensible, hein, très. C'est pas de l'analyse, hein, il faut le sentir. Euh, comme on entend le chant d'un oiseau de la même manière. Ok, Et tu vois, bon, j'ai commencé en vous parlant de mon histoire de chouette, mais ça va tellement avec tout ce qu'on a dit là. ouais, ouais, ouais. Disponible, tu vois, le disponible, c'est un mot que j'adore. L'autre jour, Hmm, j'ai participé à des constellations familiales et ou avec quelqu'un qui est balèze. Et elle nous a demandé notre état d'esprit et c'est venu tout seul et j'ai dit disponible. hmm, Mais comme on d'accord. a été disponible pour les chouettes Hmm, et apprendre à ralentir et à percevoir ce qui se passe autour de ouais. nous. Disponible, être sans préjugés, sans des attentes énormes, tu sais. En fait, être tranquille. Il peut se passer des choses, oui, c'est possible, mais j'attends pas ça comme ça, tu sais, les poings serrés. Ah, tu le fais mieux que moi. Mais Et l'action se fait au fur et à mesure. ben, comme tout, Mhm. comme tout, tous. Et puis c'est Ah, curieusement intéressant, hein, parce que l'action se fait au fur et à mesure et on apprend à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, puisqu'on laisse faire aussi. ouais. Excuse-moi, je t'ai Ah, coupé la parole. non, non, mais il n'y a pas de souci. Je crois qu'un des apprendre chaque jour, Ah ouais. tu vois, pas dans le sens de cumuler, mais remettre à zéro à chaque fois et essayer de ne pas avoir 30 000 préjugés, 30 000 a priori, et on va voir ce qui se passe chaque jour. Et Voilà. chaque jour, on apprend des nouvelles choses sans que ça devienne un savoir encyclopédique, tu vois. Apprends. C'est un peu l'intelligence sensible, une intelligence.
qui ne soit pas intellectuel, quoi. On en reviendra toujours à ça.